C'était Les Passantes, interprété par Maxime Le Forestier. Juste une question. Et donc à l'origine, c'est une chanson de Georges Brassens, écrite par le poète Antoine Paul. J'ai cherché une chanson qui prenne le sujet un petit peu à rebours, sans tomber dans la provoque facile, on en a parlé. Donc cette chanson, Les Passantes, raconte l'histoire d'un homme et des femmes qu'il n'a pas su retenir, à qui il n'a même parfois pas adressé la parole, tout le contraire d'un harceleur en somme. Mais cela ne lui a apporté aucun réconfort quand les soirs de lassitude, tout en peuplant sa solitude des fantômes du souvenir, il pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes qu'il n'a pas su retenir. Voilà, c'était un mot pour tous ceux qui, au contraire, ne font rien et laissent les femmes tranquilles sans que ça leur apporte le moindre réconfort. On pense à vous. Et je m'identifie pas mal. On parlait justement, on en parlait un petit peu hors antenne, de comment faire. Effectivement, j'ai choisi cet angle-là de parler de comment réagir lorsqu'on est témoin d'une agression, et je me suis tout de suite posé la question comment je réagis si c'est un type super costaud. Depuis très très longtemps, j'ai compris que j'avais un physique à préférer à la négociation. Comment je fais si on a ou si c'est un groupe de 10 personnes? Comment on fait si on a affaire à un type qui est visiblement déséquilibré, qui est malade, qui est bourré, qui est sous l'influence de drogue? Mais votre réponse, c'est finalement, c'est un petit phénomène. Le problème, c'est culturel, c'est revenir à la base du problème, et c'est donc changer les rapports homme-femme, en fait, depuis la petite enfance. Oui, en fait, je pense qu'il faut faire les deux. Je pense que juste se dire qu'est-ce qu'on peut faire quand on est témoin, c'est une question intéressante. Je trouve ça bien qu'elle soit traitée, je trouve ça bien qu'on nous donne du pouvoir, parce qu'on en a. En tant qu'être humain, en tant que citoyen, citoyenne, on en a, c'est sûr, mais on n'a pas tous les pouvoirs. Et de changer profondément le rapport entre les genres, ce pouvoir-là, en termes d'individu, on ne peut pas porter ça tout seul, toute seule, c'est pas du tout possible. Donc, évidemment, moi, ça m'intéresse de savoir ce qu'on peut faire en tant que témoin. Il y a plusieurs choses qui ont été proposées. Il y a un numéro, vous savez, je crois que c'est dans les transports en commun, mais même, il me semble, dans la rue, il y a le 17 qu'on peut appeler quand on est témoin comme ça d'une situation de harcèlement qui peut facilement dégénérer, etc., etc. On peut appeler le 17. Qu'est-ce qui se passe quand on appelle le 17 ? Moi, je sais pas. Je connais personne qui a appelé le 17 pour le moment. J'ai jamais appelé moi-même. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la police arrive ? Est-ce que... Franchement, je ne sais pas, sachant que la police est débordée, que aujourd'hui, malheureusement, la police n'est pas du tout formée pour vraiment pouvoir accueillir ces plaintes, ces problématiques, et déjà du mal à traiter les viols, les violences conjugales. Je ne sais pas ce qu'on fait encore du harcèlement de rue, mais bon, voilà, il y a un numéro qui existe. Bon, après, il y a aussi quand on s'en sent capable, parce que je crois qu'il faut s'en sentir capable. Quand on est en groupe, c'est peut-être plus facile. On y va avec un pote, deux potes, une pote, deux potes, et on peut aller voir la personne qui est en train de se faire harceler et lui demander comment ça va. Lui dire super, t'es arrivé, etc. En fait, on n'est pas obligé d'être dans la confrontation. Oui, c'est ça, c'est de s'adresser plutôt à la personne qui est victime que à l'agresseur, quoi. Après, ça dépend encore une fois, si on est dans une rame de métro, qu'on est 15 dans la rame, il y a une personne qui agresse une autre personne, une femme, que nous on est là, on peut aussi prendre à partie les gens autour de nous et dire mais attendez, vous trouvez pas, regardez ce qui se passe, etc. On peut se solliciter les personnes autour de nous. Et il y a d'ailleurs une étude dont je ne me souviens absolument plus du nom qui dit que à partir du moment où une personne fait le premier pas, les autres vont rentrer dedans. En fait, on ne veut pas être la première personne. On ne veut pas être la personne qui porte la responsabilité d'agir. Voilà. Mais on peut partager cette responsabilité. Par contre, pourquoi je dis que se poser la question de savoir ce qu'on peut faire en tant que témoin ne suffit pas? Comment on fait quand il n'y a pas de témoin? Comment on fait quand la fille elle est toute seule dans la rame avec le mec qui la harcèle? On attend un témoin pour pouvoir faire quelque chose? Non, en fait. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut bien aller à la racine, qu'il faut bien savoir de quelle maladie souffre notre société là, maintenant, pour que ça arrive aussi régulièrement, pour qu'il y ait 100% de femmes interrogées qui disent « Oui, je me suis déjà fait harceler dans les transports en commun ». Et bien, comment on fait? Il faut sensibiliser dès, je pense, le plus jeune âge. Alors, continuer de sensibiliser. Concrètement, comment on sensibilise, en fait? Quel est le levier? Je pense qu'il faut interroger les représentations que nous avons des différents genres, interroger la hiérarchie entre les genres. Il y a une hiérarchie intégrée, inconsciente qui existe entre les genres. Je conseille d'ailleurs à ce sujet-là un livre absolument merveilleux de l'anthropologue Françoise Héritier qui s'appelle Masculin-Féminin. Et il y a 2 tomes. Et elle parle de ça, de la hiérarchie. Voilà, elle dit que tout ce qui est masculin, donc elle ne parle pas des hommes, elle parle de tout ce qui est considéré comme masculin. Tout ce qui est considéré comme masculin est considéré comme supérieur, comme plus fort, comme intouchable. Et tout ce qui est considéré comme féminin va être plus faible, moins bien, etc., dévalué. Voilà. Déjà, si on va là,
quand les enfants ne sont pas encore construits en termes de genre, et ça va assez vite de se construire en termes de genre, peut-être qu'on peut déjouer beaucoup de choses. Simplement parce que comment un type sain d'esprit, cool, chouette, un chic type, les harceleurs, c'est pas des gens forcément toujours très méchants, c'est des gens qui ne comprennent pas les limites et qui n'arrivent pas à considérer les femmes comme des êtres humains qui sont leur égal. Comment on apprend à ce type à me considérer comme son égal, et donc à se dire que s'il souhaite me draguer, il peut venir vers moi me dire bonjour, mais qu'il doit absolument entendre si je lui dis non. Et donc, voilà, et changer de trottoir et me laisser tranquille. Comment on arrive à ça ? Dès le départ, en fait. Il faut apprendre aux enfants, aux adultes, aux ados, à toutes les personnes en fait, de la société que le genre dans lequel on se reconnaît, pas forcément celui dans lequel on est, ne détermine pas notre valeur en tant qu'être humain et ne détermine pas notre droit ou notre non-droit à être respecté et à vivre dignement. Oui, parce que j'ai le sentiment finalement, en vous écoutant, que ce n'est pas tant que, pour contredire d'ailleurs, ce n'est pas tant que la femme n'est pas considérée comme un être humain par ces hommes, mais que plutôt que eux, ils vont se considérer comme supérieurs. Mais il y a un peu des deux. Il y a un sentiment de supériorité, très clairement. Et c'est très néandertalien en fait, c'est parce qu'ils sont plus costauds, donc ils ont plus de droits et ça découle et ça continue. Alors, est-ce qu'ils et sont ça plus fait costauds d'abord, c'est pas toujours ça fait le 2000 cas. ans que c'est comme ça. C'est pas toujours le cas qu'un homme soit plus costaud qu'une femme, c'est pas toujours le cas. Il y a veux dire, parmi les femmes, parmi les hommes, il y a tellement de personnes différentes. On ne sait pas si les hommes sont toujours plus costauds que les femmes. Souvent, mais enfin bon, voilà. Et puisque ça a toujours été le cas, ça, on peut pas le savoir non plus. On l'a théorisé comme ça parce que la science a été faite majoritairement par des hommes, donc c'était bien pratique. En réalité, on n'en sait absolument rien. On ne pourra jamais savoir. On peut faire que des suppositions. Et donc il y a la question de la supériorité, mais il y a aussi la question de la légitimité et aussi la question de qu'est-ce qu'une femme dans la rue ? Est-ce que c'est un être humain, donc on le respecte, on attend son consentement avant d'entreprendre quoi que ce soit, ou est-ce que c'est un objet ? Et il y a un truc pour moi, par exemple, vous voyez, qui n'est pas du tout, c'est que les rues sont bombardées de pubs sexistes dans lesquelles les corps des femmes sont complètement... sexualisés. Voilà, alors sexualisés, bon, à la rigueur, objectifiés. Moi, c'est ça qui me dérange, parce que bon, que les gens se sexualisent ou pas, moi, ça me pose pas de problème. Par contre, qu'on soit objectifié, ça me pose un problème. La nuance, elle est... parce que c'est pas évident, en fait. La nuance, c'est le choix. En fait, vous voyez, par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui de ce qu'on appelle le porno féministe. Donc, c'est des femmes qui vont réaliser, produire elles-mêmes des films pornographiques et qui décident de la manière dont elles veulent utiliser leur corps, sexualiser leur corps, susciter du désir, provoquer de l'excitation, etc. Il y a une décision, il y a une forme de contrôle. Elles ne sont pas soumises à un regard masculin, patriarche, etc. Mais elles créent elles-mêmes leur forme de désir. Bon, voilà, ça me pose aucun problème. Au contraire, je dirais, go, génial, ça change, merci, etc. Après, le problème de l'objectification, je ne sais même plus comment on dit, l'objectivation, il me semble qu'on dit objectivation, à vérifier, c'est qu'il n'y a pas de choix, en fait. Voilà, c'est juste on prend... Et puis, il y a souvent ces corps de femmes n'ont souvent pas de visage. Ça, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire que quand on ne voit pas de visage, en fait, on n'a pas d'être humain. Donc, on a juste un bras, une paire de nichons, une jolie paire de fesses. C'est très bien, les paires de fesses. Mais avec un visage, c'est bien aussi. Et c'est systématique, c'est ça ? Parce que je ne m'en rends pas compte, je le lis. Systématiquement, ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup, ouais. Ah ouais, ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup. Et donc, moi, ça me donne l'impression que nos corps sont à disposition. En fait, quand on a un corps de femme comme ça qui vend des yaourts complètement nus, sans visage, avec juste une bouche, quelque chose de vraiment qui va mimer un acte sexuel, etc. Et à côté, on vend un steak dans un papier cellophane, voilà, sur 2 pubs. Je me dis quoi ? Je me dis, il y a 2 objets de consommation. Ouais. Est-ce que je comprends que l'objet de consommation, c'est le yaourt ? Je suis pas sûre. Donc voilà, donc si le corps des femmes peut être consommé sans leur consentement, on est face à un problème. Et je crois que c'est ça aussi qui existe dans la rue, c'est que le consentement, et c'est vraiment une notion qui est pour moi fondamentale et qui est trop peu questionnée, qui est trop peu proposée en fait, que les femmes consentent ou pas, on s'en fiche. Voilà. Si un homme dit je veux draguer cette fille, elle me plaît, je la veux, qu'elle veuille elle en retour ou pas, on va en avoir rien à faire. Et d'ailleurs son consentement, voilà, on n'a pas vraiment besoin quoi. Et ça c'est un vrai problème. Et c'est pas tellement une question de supériorité. C'est vraiment une question de est-ce que ma voix est audible quand je dis non ? Apparemment pas. Mon non n'a pas de valeur. Mon avis n'a pas de valeur. Mon choix n'a pas de valeur. Ma décision n'a pas de valeur. Mon consentement n'a pas de valeur. Finalement, on est malade de la drague.
Ouais, non. On sait pas. Non, on n'est pas malade de la drague parce qu'il y a plein de dragues qui se passent hyper bien, il y a des séductions qui se passent hyper bien, tout simplement Est-ce que c'est parce leur qu'il y a des objectif gens qui comprennent ce que c'est, quoi. Est-ce que l'objectif de la personne qui va harceler, finalement, Mais non. c'est de draguer? Non, C'est deux choses différentes? peut-être parfois, j'en sais rien, je suis pas dans la tête des gens qui harcèlent, Ouais. mais non, je crois qu'il faut vraiment pas confondre et que c'est très 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 important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière la drague, c'est pour ça que j'en parle, hein. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça en définitive pour dire « mais non, je t'ai pas harcelé, je te drague ». Bon, voilà. Or, la drague, ça va à deux. Donc, à partir du moment où il y a une personne qui n'est pas d'accord, ce n'est déjà plus de la drague. Et donc, Quoi qu'on en pense soi-même. Hein. Et l'objectif, c'est quoi, à votre avis? Moi, s'amuser, peut-être se prouver des choses, peut-être se prouver qu'on est fort, se prouver qu'on peut contrôler. Il y a le frisson de faire peur aussi. Moi, je l'ai senti plusieurs fois. J'ai déjà eu le cas d'une personne comme ça qui m'attrape vraiment la cuisse en pleine rue, comme ça, hein, après-midi, 17h, on m'attrape violemment la cuisse et puis la personne, le mec est juste après passé. Qu'est-ce qu'il peut retirer de ça? Je crois que ce qu'il retire, c'est qu'il m'a fait peur, il le sait, et que ça lui a plu.